ailleurs, lorsque nous acquérons des croyances au sujet du domaine fictionnel, nous le faisons sous la direction et le contrôle de l'auteur. La manière dont le contenu nous est donné n'est pas séparable du contenu lui-même. Ici encore, la littérature diffère de la science et de la philosophie, car, alors qu'il peut y avoir différentes manières également efficaces d'exprimer une thèse philosophique, le contenu n'est pas lié au mode de présentation, les modes d'expression dans la lecture littéraire sont décisifs. Cela contraint la façon dont les croyances à propos du contenu au niveau du sujet ou de la thématique peuvent être caractérisées. Mais fait encore plus révélateur, une interaction intéressante s'établit entre notre acquisition de croyances et notre conscience des procédés utilisés pour communiquer ces croyances. Nous venons de découvrir ces croyances et non d'autres à propos du contenu fictionnel, en partie parce que nous reconnaissons une raison de le faire dans la structure même de l'œuvre. Les croyances au niveau du sujet sont informées par les croyances au niveau thématique. Le contenu thématique aide à organiser et à donner du sens au contenu au niveau du sujet. L'acquisition et la délibération sur ces croyances constituent une activité cognitive importante, mais ce n'est pas ce que peut espérer le partisan en faveur de la vérité. Ce qui importe au final pour lui, ce sont les croyances acquises à propos du monde réel, mais cela semble maintenant une bien curieuse entreprise et qui piétine que d'essayer d'immobiliser les spécificités de la lecture littéraire. Certainement, comme cela l'a été montré, il peut y avoir des applications extra-littéraires de nos croyances fondées sur le contenu, mais se focaliser sur elles, c'est oublier la manière distincte dont le contenu nous est présenté. Ces applications semblent être un effort secondaire de la lecture littéraire plutôt qu'un trait intrinsèque. Lorsque nous réfléchissons sur le contenu d'une œuvre littéraire, autant au niveau thématique qu'au niveau du sujet, notre attention se porte sur un tout artistique, organisé, et sur la manière dont son contenu appelle et forme nos réponses imaginatives. L'organisation interne d'une œuvre, ainsi que la manière dont elle dresse, traite et développe son contenu thématique, pourrait nous aider à organiser nos propres pensées autour de tels thèmes, mais la manière dont cela va s'appliquer ou être assimilé dans notre économie cognitive va dépendre au final des circonstances psychologiques individuelles, et elle ne semble pas être la base pour une théorie de la valeur littéraire. Plusieurs cognitivistes littéraires contemporains se sont détachés du paradigme de la vérité en tentant de tourner leur attention vers les traits littéraires distinctifs. Ils soutiennent une conception qui peut être appelée la consolidation cognitive. Ils affirment que la récompense cognitive que nous procure la littérature ne consiste pas simplement en l'acquisition nouvelle de croyances sur le monde, mais en une clarification, Noël Carroll, ou bien une compréhension enrichie, Gordon Graham, ou encore une reconnaissance, John Gibson, des croyances probablement déjà découvertes. Pour moi, cela va certainement dans la bonne direction, parce que d'habitude, la consolidation cognitive impliquée est caractérisée en termes de la relation du contenu avec la présentation littéraire et des processus de lecture. Mais cela sert peu le camp en faveur de la vérité, et c'est reconnaître peut-être trop rapidement l'accusation de trivialité faite à l'encontre du camp contre la vérité. Par-dessus tout, cela ne donne pas un poids suffisant, dans bien des cas, à l'entrelacement du sujet et de la thématique, ni aux manières spécifiques par lesquelles le thème peut être considéré comme émergent du sujet, ce qui distingue, comme je l'ai suggéré, la perspective littéraire de lecture par rapport aux autres perspectives. Les thèmes littéraires peuvent être caractérisés au moyen de conceptions qui trouvent des applications parallèles dans des contextes extra-littéraires. Réfléchir sur ces conceptions peut élargir notre compréhension de ces thèmes, mais c'est une erreur de perdre de vue le fait que leur fonction première est de donner de l'ordre, de l'unité et du sens à une présentation littéraire. Ceux qui cherchent à faire entrer le contenu thématique dans un moule propositionnel afin qu'ils produisent des vérités sur le monde ont en effet sûrement perdu cela de vue. John Zimbekis, le statut épistémique des photographies. Comment la perception de photographie contribue-t-elle à nos croyances sur le monde des particuliers? Deux types de considérations plaident en faveur de l'idée que les photographies causent des pensées singulières et référentielles plutôt que des pensées attributives. La première considération pourrait se résumer ainsi. Les photographies sont causalement reliées à leurs référents.
Ainsi, quand je perçois une photographie, les contenus mentaux occasionnés seront à propos de ce relatum causal et donc à propos d'une res. La deuxième considération est l'idée mise en avant par Kendall Walton que les photographies sont épistémiquement transparentes. Nous voyons tout à fait littéralement nos parents morts quand nous regardons leurs photographies. Si cette thèse était vraie, alors quand nous regardions une photographie, nous devrions nous trouver dans une relation d'acquaintance avec les particuliers qu'elle représente. À première vue, du moins, la deuxième thèse est plus difficile à défendre que la première. Mais idéalement, c'est sur cette thèse que devrait essayer de s'appuyer quiconque espère montrer que les photographies causent des pensées singulières. Car selon la première thèse, les photographies causent des pensées singulières uniquement en vertu du fait que les pensées en question sont causalement reliées à des particuliers. Et la question de savoir si la présence de liens causaux suffit à assurer des pensées singulières est un des points les plus contestés dans les débats sur les limites de la pensée de Ré. La présence d'un lien causal garantit que l'occurrence d'une pensée aura comme relatum objectif un particulier, mais pas que le sujet qui a cette pensée pensera à ce particulier plutôt qu'à un autre. Si cette dernière condition épistémique n'est pas assurée, la pensée ne jouera pas le rôle cognitif d'une pensée singulière, mais celui d'une pensée attributive ou générale, puisqu'elle pourra valoir pour d'autres particuliers, en ce qui concerne le sujet. Malgré leur divergence, les analyses frégéennes et russelliennes des pensées singulières sont d'accord sur ce point, puisqu'elles imposent toutes les deux des conditions épistémiques. Ainsi, à la suite de Frege et David, Kaplan soutient que dans les pensées singulières, le référent doit être présenté dans la pensée sous un mode de présentation qui est propre à la perception. Kaplan rejette l'analyse des pensées singulières proposée par Keane, selon laquelle la pensée dérée consiste en une relation entre un sujet, un particulier et un attribut, sur le motif que cette analyse ne parvient pas à expliquer comment un sujet peut avoir à l'esprit, in mind, un objet particulier. Tyler Burger, tout en adoptant en tant que condition nécessaire le réquisite relationnel proposé par Quinet, supplémente ce critère par un critère d'ordre épistémique, qui n'est pas satisfait par la simple présence de liens causaux indépendants de l'esprit. Une croyance dérée est une croyance qui, lorsqu'on l'attribue correctement à quelqu'un, met le sujet de la croyance dans une relation non conceptuelle et contextuelle aux objets sur lesquels porte la croyance. Selon Garrett Evans, pour avoir une pensée singulière, un sujet doit être capable, si besoin, de discriminer l'objet de sa pensée de tout autre objet. Sinon, on ne pourra dire que le sujet sait à quel objet il pense. En imposant de telles contraintes à la pensée d'errer, ces auteurs rejoignent la préoccupation de Russell avec la question de savoir comment les objets auxquels on pense, qui sont indépendants de l'esprit, pourraient entrer dans nos pensées sans la médiation de contenus attributifs qui risqueraient de rendre des dictos la pensée. Deux dictos. La différence est que Russell a restreint la gamme de choses qui peuvent entrer dans une pensée à celles qui sont, en un certain sens, faites de la même étoffe que la pensée elle-même. Alors que Kaplan, Burger et Evans croient que les objets peuvent entrer dans la pensée en étant mentalement représentés de quelque manière spéciale qui dépend de la perception. Bien que j'aie opposé l'acquaintance à la simple présence de liens causaux, il existe certaines analyses qui prétendent que la présence de liens causaux est une forme d'acquaintance. Selon Kent Bach, si j'entends une énonciation portant sur un objet X et que cette énonciation se trouve à la fin d'une chaîne d'énonciations, causalement reliées entre elles, et remontant à la perception de X par un autre sujet, je me trouve dans une relation d'acquaintance à distance avec X. Supposons que j'entende une énonciation de la phrase « le voilà » sans avoir de contact perceptif avec le contexte d'énonciation. Par exemple, parce que j'entends l'énonciation à l'arrière-plan d'une conversation téléphonique. Pour Bach, je me trouve alors dans une relation d'acquaintance avec le particulier auquel fait référence l'énonciation, simplement en vertu du fait que je me trouve dans une relation causale avec lui, et malgré le fait que je ne sache pas à quel particulier je pense. Selon cette analyse, donc, l'acquaintance peut se réduire à un lien causal. Je n'adopterai pas ici le critère minimal de Bach, mais emploierai le terme acquaintance pour désigner une relation au particulier qui revient à plus qu'une simple relation causale.
s'il s'avérait que les liens purement causaux envisagés par Bach occasionnaient bien des pensées d'errer, alors elle le ferait sur la base d'un lien qu'il conviendrait d'appeler causal, pas d'acquaintance. Or, les photographies n'échappent pas à ces dilemmes, malgré ce que pourraient suggérer nos intuitions, que Walton capte par son concept de transparence photographique. D'une part, nos intuitions nous disent que les photographies constituent des liens représentationnels privilégiés vers des particuliers. Ne ressent-on pas, en regardant une photographie d'une personne aimée, que ce que nous parcourons des yeux, ce sont les traces causales laissées par l'individu lui-même? D'autre part, ces intuitions, nonobstant le contenu descriptif, semblent jouer un rôle crucial dans l'expérience de cette présence, car n'est-ce pas justement en vertu du fait que nous retrouvons l'aspect exact de l'individu en question et ses propriétés visuelles déterminées que nous avons l'impression d'être en sa présence? Si j'avais une photographie ratée d'une personne, une photographie tellement floue que rien n'était reconnaissable, en sorte que le lien causal était intact, mais qu'il n'y avait aucun contenu descriptif, je ne pourrais pas percevoir la photographie en imaginant que je percevrais l'individu photographié. Dans la mesure où c'est par le truchement de description que nous nous sentons en présence de l'individu photographié, notre pensée semblerait être fondamentalement des dictos. Deux dictos. Je propose donc d'essayer de démêler les rôles exacts de chacun de ces ingrédients, liens causaux et contenu descriptif, dans la perception des photographies. Je commencerai par proposer des critiques de la théorie de la transparence photographique. Ensuite, je présenterai une critique de la théorie de la référence picturale avancée par Dominique Lopez, selon laquelle les images font référence par identification démonstrative. Enfin, je défendrai la thèse que les photographies peuvent occasionner des pensées singulières, seulement lorsqu'elles sont accompagnées d'informations ou de croyances indépendantes à propos de leur histoire causale. Cela implique que les photographies admettent aussi des emplois attributifs et que par défaut, elles causent des pensées attributives et de dicto. L'affirmation de Walton, que nous voyons tout à fait littéralement nos parents morts quand nous regardons leurs photographies, implique que percevoir une photographie de X nous met dans une relation d'acquaintance avec X. Cette forme d'acquaintance repose sur un concept de transparence qui, tel quel, ne peut être intégré dans le débat plus large sur le rôle de la perception dans la pensée des ré. Comment cadrer ce concept et les concepts de voir et de perception qui lui sont associés avec le concept de la perception en tant que relation épistémique qui occasionne des pensées dérivées. Les vitres sont transparentes au sens où nous voyons des choses, les référents de nos états perceptifs à travers d'elles. En ce sens littéral, les photographies ne sont pas transparentes mais opaques, puisqu'elles occluent des portions de notre champ visuel. Ainsi, ce concept littéral de transparence est incompatible avec celui de Walton. On pourrait peut-être objecter que les deux concepts sont conciliables sous le concept de voir dans, inventé par Richard Wollheim, selon lequel, pendant la perception d'une image, nous voyons la surface de l'image et voyons simultanément à travers cette surface. Mais cela ne rend toujours pas compatible le concept de transparence proposé par Walton et le concept ordinaire de transparence. Car si nous pouvions voir la surface et voir simultanément à travers la surface, ce que nous verrions à travers la surface, selon le concept waltonien, ne serait pas ce qu'on verrait à travers la surface, selon le concept ordinaire. Par exemple, si je suis à Paris et je regarde une carte postale de Naples, selon le concept waltonien de transparence, je verrai Naples. Mais selon le concept ordinaire de transparence, je verrai à travers la carte postale une portion de Paris. Par conséquent, pour que l'affirmation de Walton, que nous voyons littéralement les individus photographiés à travers la surface, soit vraie, nous devons établir un nouveau concept de transparence, appelons-le transparence, à côté du concept de transparence qui s'applique aux vitres. Le comportement du concept de transparence ne ressemblerait pas à celui du concept de transparence, justement eu égard aux ingrédients dérivés de la perception. Voir X à travers une vitre suffit pour justifier les croyances sur la localisation de X, mais voir X à travers une photographie ne suffit pas pour justifier de telles croyances. La localisation spatio-temporelle va de pair avec l'identité numérique et constitue la seule garantie perceptive contre la référence multiple quand les objets sont qualitativement identiques. Mais la capacité à localiser les particuliers est un ingrédient de la perception uniquement en cas de transparence, non pas en cas de transparence. Dans Paintings
as an Art de Wollheim. La perception d'un ordinateur portable à travers une photographie dans un catalogue commercial ne me permet pas de savoir lequel de plusieurs ordinateurs qualitativement indiscernables est le relatum causal de la photographie, à la différence de la perception de l'ordinateur à travers une vitre. Dans ce dernier cas, le référent de la perception est donné de facto. Si nous voulons prétendre que la perception de la photographie dans le catalogue cause une pensée singulière, nous devrons le faire en nous appuyant sur le simple lien causal entre la photographie et l'objet photographié. Mais alors, la thèse de la transparence prétendra que les photographies causent des pensées singulières selon le critère relationnel et pas selon le critère de l'accointance. Meskin et Cohen on the epistemic value of photographs. On pourrait alors diluer la thèse de la transparence, l'idée que quand nous voyons une photographie de X, nous voyons X en disant qu'elle signifie quand le sujet voit une photographie de X, il a l'expérience de voir X. Mais alors on ne serait plus en train de traiter d'une relation causale entre un objet particulier et l'occurrence particulière d'une pensée, mais d'une ressemblance métaphysique entre deux occurrences, une perception d'objet et une perception de photographie. Et cette dernière relation est une affaire purement attributive, pas référentielle. Nous pouvons encore dire que le sujet a l'expérience de voir X à cause des relations causales entre X et sa photographie. Une analyse de ce type a été proposée par Meskin et Cohen, qui emploie la théorie des états informationnels de Dretske pour montrer la dépendance du contenu des photographies par rapport à leur relata causaux. Mais bien que cela explique bien pourquoi les photographies nous mettent dans une relation d'acquaintance avec les propriétés visuelles de leurs référents causaux, ça n'explique en rien comment un sujet peut savoir lors de la perception d'une photographie à quel particulier il pense. De plus, l'acquaintance avec les propriétés est une fonction qui accomplissent également les dessins et les peintures, qui ne sont pas nécessairement reliés causalement à des particuliers. L'argument que seule la transparence ordinaire et pas la transparence permet au sujet d'avoir des pensées singulières s'expose à l'objection suivante. Il y a des cas de transparence, de voir littéralement X à travers Y, qui ne justifient pas des croyances sur l'identité de X. Par exemple, voir à travers un télescope une étoile dont la lumière est défléchie par la gravitation, ou voir une étoile éteinte. Dans ces cas, je perçois X à travers Y sans pouvoir localiser, discriminer ou autrement identifier numériquement X. Cela ne montre-t-il pas que la transparence et la transparence ne sauraient être distinguées eu égard à leur capacité d'établir l'identité numérique? Dans les cas évoqués par l'objection, la différence épistémique entre transparence et transparence persiste dans une forme associée qui suffit à retenir le critère de distinction proposé. Lorsque j'ai l'expérience de voir une étoile éteinte, je ne vois pas l'étoile, mais une réflexion de lumière provenant de l'étoile. Mais A voit X implique toujours A voit la réflexion de lumière qui provient de X. La différence est seulement que le fait de voir la réflexion compte comme justification perceptive de croyance sur l'identité numérique uniquement dans les cas où la source de réflexion n'est pas trop lointaine. Lorsque je vois une étoile à travers un télescope, je peux calculer sa localisation réelle à partir de la localisation spatio-temporelle et de la direction de mon télescope. Mais si je vois une photographie de cette même étoile, il me faudra d'abord ces informations avant que je puisse calculer la localisation réelle de l'étoile. Sans elle, je ne pourrai pas localiser l'étoile dans l'espace-temps. Pour autant que je sache, elle pourrait être une autre étoile.